C'est un visage de l'actualité, c'est un journaliste. On a l'habitude d'entendre commenter les affaires du monde, Bruce Toussaint. Et c'est surtout là, quelqu'un dans l'intimité que l'on découvre pour ce premier livre qui s'appelle Heureusement, elle n'a pas souffert chez Stock. Et j'allais presque dire, on est étonné de vous découvrir dans un exercice, on va dire, de quelque chose d'extrêmement personnel qui vient du cœur et qui nous parle du deuil et de vos parents. Et au fond, c'est universel ce que vous nous racontez. C'est pour ça que je crois que j'ai eu envie de fendre l'armure, comme on dit, et de dévoiler une intimité que je ne montre jamais, parce que je suis pas un habitué des magazines People, ni ce genre de choses, ça m'intéresse pas tellement. Mais j'ai vécu un double drame, une double peine qui a créé une sorte de, comment dire, de tremblement de terre intérieur. Et je me suis dit, il faut que je l'exprime. Ouais. Alors, ça aurait pu être de différentes façons. J'ai choisi l'écriture et j'ai choisi surtout de le partager avec les lecteurs. Ouais. Et alors, le lecteur entre avec vous. Et alors là, on va découvrir vos parents. Mercedes, Jean-Claude, on rencontre cette famille à Marcoussis, extrêmement unie. Vous dites, nous nous aimions si fort, si fort. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, la famille n'est pas toujours à la mode. La famille est souvent décriée, critiquée pour ses dérives, pour ses méfaits même. Moi, ça a été l'inverse. J'ai eu une famille extraordinaire, des parents qui ont créé vraiment une sorte de noyau familial. On était 4 avec ma sœur et ils nous ont donné énormément d'amour. On a vécu comme ça dans une espèce de cocon. Alors que l'extérieur n'était pas toujours simple, puisque, bon, on roulait pas sur l'or, on n'était pas malheureux. Oui. Jamais, j'ai toujours mangé à ma faim, et on avait une petite maison qui était très sympathique. Mais bon, c'était la France moyenne moins, on va dire, dans les années 80. Et de ce cocon, donc, est née une espèce une sorte de quatuor, comme ça, indestructible, invincible. Malheureusement, au bout de quelques années, mon père puis ma mère nous ont quittés. Oui, vous commencez par raconter votre maman et comment, comme ça, cette vie, cet amour, votre métier qui vous accapare, et puis d'un seul coup, il y a en une seconde quelque chose qui bascule, qui est absolument inacceptable au fond, quelque part. C'est-à-dire que toute mort est insupportable, hein. Il faut pas chercher de graduation. Les circonstances peuvent être différentes. Ma mère a succombé à probablement une embolie pulmonaire, puis une crise cardiaque de façon extrêmement brutale et violente en pleine rue. Elle marchait avec une amie, elle s'est effondrée. Pour ceux qui restent et pour ceux qui assistent à la scène, puisque j'ai été prévenu très vite et j'ai pu arriver sur place au moment où on essayait de la réanimer, pour ceux qui restent et qui ont cette image gravée dans leur mémoire, c'est très dur. Parce qu'on a un sentiment d'injustice, on a un sentiment de colère et d'incompréhension qui font que vous en voulez à la terre entière. Bon, ce qui est un peu idiot, parce qu'en réalité, c'est la vie, c'est le destin. C'est comme ça, c'est la providence. Mais sur le coup, vous n'acceptez pas. Et j'ai mis beaucoup de temps à accepter la mort de ma mère, et pour tout vous dire, ça fait 1 an et demi, j'ai encore des sentiments très durs vis-à-vis de cette disparition si douloureuse. Ouais, vous racontez, vous dites, elle était évidemment là quelques instants avant, les derniers souvenirs, les derniers mots, peut-être ne pas s'être dit au revoir. Et puis il y a l'après, et puis il y a la maison qu'il faut vider, et puis il y a le cercueil qu'il faut choisir. C'est-à-dire que vous êtes confronté, quand vous perdez quelqu'un de très cher, à très vite une prise de décision qui est en désaccord complet avec le moment de sidération que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire que vous êtes complètement KO par ce que vous venez de subir, et là on vous dit, bon, alors, il faut aller organiser des obsèques, acheter un cercueil, clôturer le compte à la banque, parce que vous êtes au courant de ça aussi, j'imagine. Très vite, les choses s'accélèrent d'un point de vue financier, patrimonial, etc. Des paperasses, etc. Mais vous avez envie de tout sauf de ça. Vous avez envie de creuser un trou et de penser à autre chose et d'essayer de vous sortir de cette douleur. Et c'est vrai que c'est un peu dur.
c'est pareil pour tout le monde, hein. Attention, hein, je n'ai pas, et c'est ça que je raconte, hein, dans le livre, hein, je ne pleurniche pas sur mon sort. Je pleurniche sur notre sort à tous. Oui. Je dis, voilà, nous sommes tous logés à la même enseigne, et franchement, on ne nous épargne pas. Oui. Oui, mais quand vous dites c'est pareil pour tout le monde, c'est justement ça qui rend ce livre absolument incroyable. Parce que oui, c'est pareil pour tout le monde, mais on ne le raconte pas d'habitude. On le garde pour soi, ce sont des choses qui s'enferment comme ça. Vous savez, il y a un truc terrible, c'est que la mort, rien que le fait de dire ce mot, déjà c'est un problème. On n'aime pas dire ce mot. Quand on parle de la fin de vie, qu'est-ce que c'est que cette histoire, la fin de vie? C'est pas la fin de vie, la fin de vie c'est la mort. Mais on n'arrive pas à prononcer ce mot. C'est un tabou, c'est notre dernier tabou dans notre société. Idem pour le deuil. Au fond, ça fait peur, ça fait mal. On ne sait pas trop par quel bout le prendre. Je raconte que même des gens dont je suis très proche, je vois bien qu'ils hésitent à me demander comment je vais, et puis s'ils me le demandent, ils n'ont qu'une hâte, c'est que je leur dise ça va, ça va. Objectivement, vous rencontrez un ami, vous allez boire un café avec lui, c'est un moment très sympa, vous n'avez pas forcément envie de lui dire « ma mère me manque et j'ai envie de pleurer tous les soirs ». C'est pas la chose la plus naturelle que vous avez envie de dire. Et pourtant, ce que je dis, c'est que c'est dommage, parce que ça ferait tellement de bien à ceux qui subissent cette disparition, ce manque, de pouvoir en parler un tout petit peu plus autour d'eux, juste de façon naturelle. Pas de façon... voilà, il ne s'agit pas de devenir Sarah Bernard et d'en faire la grande scène de l'acte 2, ouais. en devenant tragédien. Simplement se dire, oui, c'est un sujet comme un autre, parlons-en tranquillement. Oui, mais pour raconter cette incroyable anecdote, on va dire, c'est même plus qu'une anecdote. Évidemment, pour le fisc, vous envoyez une amende à votre maman décédée parce qu'elle n'a pas payé son parc-mètre au moment où elle était en train d'agoniser. C'est anecdotique pour le fisc. Mais lorsque vous faites cette demande en disant c'est une violence inouïe, et même avec un acte de décès, on ne veut pas reconnaître... C'est vrai que c'est fou cette histoire, parce que ça a beaucoup marqué les premiers lecteurs, et j'en ris, mais honnêtement ça nous a choqués profondément. Ma mère arrive dans cette rue du 15e arrondissement, elle se gare, et puis elle va sans doute chercher un parc-mètre. Elle n'a pas le temps d'aller jusqu'à l'Eurodateur puisqu'elle s'effondre. Donc quelques minutes après, sa voiture est verbalisée, soit, après tout. Même si j'ai quelques doutes, puisque quand même la rue était transformée en zone de guerre. Je ne vois pas très bien comment un fonctionnaire ou une fonctionnaire a pu passer sans se dire « bon, il y a peut-être un problème, je pourrais peut-être passer une autre fois ». On reçoit l'amende, on conteste l'amende en donnant le certificat de décès, l'heure, et on reçoit l'amende majorée en nous disant « non, ça ne suffit pas comme excuse, et en plus vous avez payé 50 € de plus ». Ouais, non, c'est incroyable. C'est un des symboles de la déshumanisation que je dénonce. Oui, votre papa, lui... va avoir un cancer. Hein, et là, c'est une autre mort, mais hélas, celle que beaucoup connaissent dans leur entourage, de cette mort lente, comme on dit, une longue maladie. Mais il vous dit comment il souhaite que ses obsèques se passent. Vous lui dites, mais non, on n'en est pas là, on ne veut pas y croire. Et vous vivez cela, et ça, c'est une autre souffrance. Oui, c'est des moments d'une intensité dramatique terrible, parce que, effectivement, mon père a un cancer, on comprend très vite qu'il s'en sortira pas, lui-même, je pense, le comprend, et donc on va l'accompagner dans ces dernières semaines, ces derniers mois. Et puis, oui, il nous fait part de cette volonté, il nous dit, d'ailleurs, ni fleur ni couronne, ouais. Ça donnera lieu un peu plus tard, au moment des obsèques, à un vrai débat sur le sujet. Et puis voilà, il va finir par s'éteindre. Mais lui avait compris, et nous avions... Je ne suis pas en train de faire une sorte de classement des morts idéales, ça serait absurde, mais en tout cas, pour ceux qui restent, on a eu le temps de commencer à s'habituer à cette idée. Oui. D'ailleurs, un chapitre s'appelle « Pour ceux qui restent ». Il y a Mercedes, le prénom de votre maman, Jean-Claude, le prénom de votre papa, et puis il y a les souvenirs, parce que la mort ramène les souvenirs, et ces souvenirs sont beaux. De vos parents, on voit cette photo avec votre maman, et on se dit, mais comment on peut vivre sans elle, sans lui? Comment c'est possible? Moi, j'avais une relation vraiment fusionnelle avec ma mère. On s'appelait plusieurs fois par jour.
On était vraiment très proches. Bon, ma mère, c'était un personnage méditerranéenne, très volcanique. Elle prenait beaucoup de place, très volubile, très généreuse, très aimante. Et quand tout ça s'arrête, évidemment, le vide, il est terrible. Et je dis dans le livre, parce que je vais voir mon psy pour essayer de trouver un peu de réconfort, je lui dis, docteur, je ne sais pas si je vais pouvoir vivre sans ma mère. Et je me dis, mais comment j'ai pu dire un truc pareil à 48 ans? Mais oui, j'étais dans cet état-là de sidération et de tristesse absolue. Donc, c'est très dur, mais j'essaye aujourd'hui de vivre avec. Et en fait, le message que j'essaie de passer aussi, c'est qu'au fond, le deuil, c'est quelque chose qu'il faut accepter, apprivoiser. Non pas accepter en se disant ça va aller mieux, hein, parce que, mauvaise nouvelle hein, pour ceux qui nous regardent et qui sont éventuellement concernés, ça j'y crois pas. Mais en revanche, apprivoiser ça, accepter l'idée. Moi, j'ai le sentiment de me trimballer comme des sacs à dos ou des valises, si vous voulez, avec à la fois ces images et puis le souvenir de mes parents. Et donc, bon, ben voilà, Oui. j'avance avec ça. Oui. Oui, mais en même temps, il y a la société à côté. Alors, vous êtes au cœur, je le disais au début, évidemment, de l'actualité, des médias. Et donc, les deux s'entrechoquent quand vous êtes confronté à cela. Et en même temps, il y a le téléphone. On vous parle du mercanto, de la suite, de ce qui se passe. Au fond, on se dit, mais quel est ce jeu? Quel est ce jeu de la vie? Disons que c'est ça qui est à la fois terrible et peut-être au fond rassurant aussi. C'est que la comédie de la vie percute la mort, la douleur, le deuil, etc. Et c'est vrai que, bon, moi j'ai un métier comme vous, hein, bon, c'est un métier de passion, c'est un métier qu'on fait 24 heures sur 24, etc. Et c'est vrai que quelques minutes seulement après la mort de mes parents, j'ai été à nouveau confronté à des prises de décision, à me dire, bon ben voilà, il va falloir que je fasse ci, il va falloir que je fasse ça. La vie reprend, en fait, la vie ne s'arrête pas, elle se met sur pause quelques instants, hein, le temps de dire au revoir, de dire adieu, mais très vite ça repart. Et pourquoi je dis que finalement c'est peut-être rassurant? Parce que rien n'est plus fort que la vie. Et au fond, aujourd'hui, je me dis que ce métier m'a peut-être aidé à traverser tout ça. Ouais. Oui, mais les détails sont ceux que chacun connaît. Je disais le cercueil, la crémation, toutes ces épreuves-là, est-ce qu'on est tous capables de les affronter? Est-ce que la société nous prépare à cela? Alors, moi, je pense qu'on est très mal préparé à la mort de ses parents, d'une façon générale. En tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti. Bon, peut-être que si vos parents ont 98 ans, vivent dans un EHPAD, quelque part, vous êtes déjà en train de penser à cela. Moi, c'était pas du tout le cas. Ils étaient en pleine forme. Ils avaient 68 ans pour mon père, 73 ans pour ma mère, ce qui est très jeune aujourd'hui. Ils étaient en pleine santé. Enfin, tout allait bien. Enfin, ils étaient partis pour vivre encore 25 ans. Ça a été d'une brutalité inouïe. Ensuite, sur les rites funéraires, chacun a une vision très particulière. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des gens qui ont besoin d'aller voir le corps dans le cercueil. Il y a des gens qui ont besoin de toucher. Pour moi, ça a été insupportable. Voilà. Mais c'est pas un jugement de valeur, Oui. pour le coup, hein. Je dis juste que j'aurais aimé avoir le choix. On m'a pas tellement laissé le choix. Le crématorium, ce genre de choses. Vous voyez vos parents, pardon, maquillés, vous les reconnaissez Bah, pas? oui, parce que quand on vous amène à la mise en bière, une drôle d'expression d'ailleurs, bon, bah, vous voyez un cadavre qu'on a habillé, qu'on a maquillé, dont on a modelé le visage, hein. C'est ça la réalité des gens qui font ce travail. Et c'est plus la personne que vous connaissez. C'est une autre expression, une expression que vous ne connaissez pas. Oui, ça m'a dérangé profondément. Mais je dis juste, il y a des gens m'ont dit qu'ils en avaient besoin. Tout comme moi, je raconte dans le livre que je n'arrive plus à aller au cimetière, que je n'arrive pas à aller au cimetière sur la tombe de mes parents. Et d'autres gens m'ont dit, alors soit comme moi, soit m'ont dit, ah moi c'est l'inverse, j'ai besoin d'y aller. Des gens m'ont dit, je leur parle. Je me mets devant la tombe et je leur parle. Moi je trouve ça admirable. Ouais. J'adorerais avoir ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on est tous très différents. Et au fond, ce que je dis, c'est si on avait un peu plus de souplesse par rapport à tout ça, ça serait formidable. Ouais. Vous avez gardé maman dans votre téléphone? Ah oui. Ouais.
Oh oui, bien sûr, oui. J'ai envie de l'appeler en permanence, oui. Parce qu'on se parlait beaucoup, parce qu'on aimait bien se raconter, se raconter des choses tout à fait futiles, et puis des choses plus importantes aussi, bien sûr. Mais oui, oui, on avait un lien très très fort, et donc c'est vrai que régulièrement, euh, mais ça m'arrive plusieurs fois dans la journée, je me dis, ah, là j'aurais bien aimé Ouais. juste l'appeler, Dire maman, dire prononcer ce maman, mot. écouter sa voix quelques secondes. C'est cette douleur quotidienne qui est difficile à supporter. Vous voyez, cette absence des petits moments de la vie, là, ça c'est dur. Ouais, vous dites, vous citez le bonheur, c'est la somme de tous les malheurs qu'on n'a pas eus. Oui, c'est une phrase qui est un peu pessimiste, mais c'est un peu ce que je ressens. C'est-à-dire que on a parfois du mal à se rendre compte du bonheur simple, du bonheur quotidien. Au fond, vous voyez, aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous avez fait avant, ni ce que vous allez faire après, mais moi, en ce qui me concerne, c'est une journée plutôt calme. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai travaillé, je suis venu vous voir, j'ai répondu à une interview avec beaucoup de plaisir. Ce soir, je vais dîner avec avec mes enfants, avec ma femme. C'est une journée calme. Mais en réalité, c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est ne pas vivre de catastrophe. Parce que quand la catastrophe arrive, quand le drame arrive, ça écrase tout sur son passage. C'est une terre brûlée. Donc je dis juste que ça m'aide un tout petit peu à relativiser les emmerdes de la vie, les petits tracas, et à profiter un peu plus des choses simples. Oui. Et aussi, peut-être quelque part envoyer un message d'amour à vos Bien parents. sûr, bien Parce sûr, que c'est un là, hommage. ouais, C'est un hommage que je leur rends. Ce sont des gens tout à fait ordinaires, mais je dis ça avec beaucoup d'amour. C'est des gens, voilà, des gens comme vous pouvez les croiser dans la rue. Voilà, une, une dame qui était comptable, un monsieur qui était informaticien, qui avait 2 enfants. Voilà, une vie très très simple. Mais c'était des héros pour nous. C'était ouais. des héros. Et est-ce qu'aujourd'hui, Bruce Toussaint, vous arrivez à pleurer? Non. Toujours pas. Non, il y a un truc qui doit être. Je dois avoir un. Il faut que je me fasse opérer. Voilà, je dois avoir un problème de canal lacrymal. Non, mais c'est très intéressant que vous me demandiez ça parce qu'en effet, je ne pleure jamais ou quasiment. Je me suis posé la question à l'occasion de ce qu'on appelle la promotion de ce livre. Je me suis dit, est-ce qu'il ne va pas y avoir un moment où d'un seul coup, je vais être submergé par quelque chose, et puis je vais me mettre à pleurer à un moment qui serait complètement inopportun. Et non, franchement, j'ai beaucoup d'émotions. Mais Ouais. l'émotion me vient du fait de présenter ce livre, de voir que vous l'avez lu, ça me touche énormément. L'émotion me vient beaucoup aussi des lecteurs qui m'envoient des messages, qui m'écrivent. Qui vous disent, moi aussi, j'ai vécu des Voilà. choses, ça m'a fait penser. Voilà. Ouais. J'en Ça reçois fait du bien, au énormément. fond. Bah, Ouais. disons que beaucoup de gens m'écrivent en me disant je ne savais pas à qui parler de ça, donc je vous en parle à vous. Ouais. Moi, je trouve ça génial, parce que moi, ça m'intéresse, et puis je trouve que si ce livre sert à ça, au-delà de l'histoire personnelle qui peut éventuellement intéresser, c'est si ça peut permettre aussi à quelques personnes de se sentir un tout petit peu moins seules dans ce deuil. Bon, bah écoutez, alors, l'éditeur et l'auteur auront servi à quelque chose. Oui, mais changer le regard sur la mort et le deuil dans la société. Vous avez demandé qu'on puisse avoir un arrêt de travail dans ces cas-là, que la société entende cette souffrance. Je trouve qu'on ne prend pas assez en compte, en effet, les douleurs de ceux qui restent. J'aimerais que le débat sur la fin de vie concerne aussi ces questions-là. C'est très bien de savoir qui injecte quoi, mais si on pouvait aussi se dire, tiens, simplifions la paperasse, trouvons d'autres moyens d'organiser des obsèques, faisons plus vite. Parce que c'est long, souvent. C'est 4-5 jours avant les obsèques, c'est trop long. Donnons plus de temps à ceux qui sont endeuillés. 3 jours, dit la société. 3 jours d'arrêt maladie, entre guillemets, parce que c'est pas une maladie. 3 jours de congé, donc, c'est trop peu. Ça devrait être 4 ou 5, voire plus. On devrait avoir le choix. On est un pays riche.
On a la possibilité de permettre ça. Le nombre de témoignages que je reçois de gens qui me racontent que leur patron les a forcés à revenir beaucoup trop tôt. Les arrêts maladie post-deuil coûtent 700 millions d'euros par an à la sécurité sociale. Ce sont les gens qui, à cause d'un deuil, vont poser des arrêts maladie parce qu'ils ne sont pas en état de reprendre leur travail. La société devrait pouvoir, quand je dis la société, c'est pas l'entreprise, hein, c'est la société, devrait pouvoir prendre en charge de meilleure façon les gens qui sont endeuillés. Merci, Bruce. C'est un Merci livre, infiniment. j'allais dire, c'est un livre sur des choses qu'on ne raconte pas d'habitude. Et c'est tellement extraordinaire de enfin les lire, parce que c'est quelque chose que tant de gens vivent et qui vont se retrouver dans ce livre extrêmement intime, extrêmement fort et plein d'amour. Heureusement, elle n'a pas souffert et publié chez Stock. On dédie cette émission à Mercedes, Jean-Claude et je pense à Viviane. Merci beaucoup, Bruce. Merci mille fois pour votre invitation.